Et cette question, la justice va-t-elle enfin mettre un point final au mystère de la disparition d'Agnès Leroux? Rien n'est moins sûr et on va vous expliquer pourquoi. Bonsoir Jean-Michel de Cugis, vous êtes notre spécialiste police-justice sur iTélé. Bonsoir maître Jean-Pierre Versini, vous avez été l'avocat de Maurice Agnelet dans le deuxième procès. Il avait été condamné à l'époque à 20 ans de prison pour le meurtre d'Agnès Leroux, condamnation annulée par la justice européenne. Ce soir, l'avocat général a de nouveau réclamé la même peine 37 ans après. Votre réaction? Ce qui est extraordinaire dans ce dossier, qui est exceptionnel à tous égards, c'est que les mêmes faits, exactement les mêmes faits, ont été jugés, ont donné lieu à un non-lieu, une confirmation de non-lieu, un arrêt de cassation de non-lieu, à un arrêt d'acquittement, toujours les mêmes faits, à un arrêt de condamnation à Aix-en-Provence, toujours les mêmes faits, à un arrêt de la Cour européenne de justice, qui a considéré qu'il fallait refaire une fois de plus le procès. Et pour la 5e, 6e, je n'arrive même plus à compter, à Rennes, il se trouve que le procureur de la République, l'avocat général, pardon, réclame encore 20 ans de prison. Alors je suis un peu partial, parce qu'effectivement, si vous me permettez juste un mot, comme à peu près la totalité des Français de ma génération, avant de rencontrer Maurice Agnelet, j'étais persuadé qu'il était coupable. C'est un très mauvais innocent. Et puis, m'étant évidemment intéressé à son dossier, puisque j'ai participé avec mon ami François Saint-Pierre à sa défense, j'ai constaté qu'il était probablement... Il y avait quand même un élément nouveau dans ce dossier, dans ce troisième procès. Le témoignage, surprise, il faut le dire, d'un des fils de Maurice Agnelet, qui a donc accusé son père. C'est sa mère qui lui aurait avoué les faits. Depuis, cette dernière a démenti aussi de son frère que nous avons pu interroger aujourd'hui. Écoutez. Il prétend vouloir soulager sa conscience, mais il embarque aussi toute sa famille dans un gouffre que lui seul il a creusé. Moi, je ne peux pas le suivre dans cette voie-là. Je me mets à la place des jurés. Leur mission est quasi impossible. Mais s'ils pouvaient avoir la conscience que le doute persiste, le doute doit bénéficier à l'accusé. Voilà, le frère et la mère contre l'autre frère qui lui est contre le père, ça a tourné un peu à la thérapie familiale, Jean-Michel, cette histoire. Bah oui, imaginez ce fils aîné qui a 45 ans, qui vient accuser son père 37 ans après les faits, alors qu'il l'a toujours défendu. Et il vient l'accuser contre son frère qui, lui, le défend. Et au milieu, vous avez la mère qui a 73 ans, qui doit arbitrer tout ça et qui doit choisir le camp d'un sur l'autre. Et donc elle a choisi le camp de Thomas, celui qui défend son frère. Alors il y a des phrases qui ressemblent vraiment à une thérapie de groupe. Ils ont dit à l'audience, Guillaume s'est éloigné de son père, de son frère, puis de moi-même. Cet enfant a beaucoup souffert. Et alors le frère, le fils Guillaume a rétorqué, je ne viens pas pour faire la guerre au reste de la famille, mais ce qui tue plus que la vérité, c'est le secret, et j'ai vécu plus de 30 ans dans le secret. Et tout ça, sous le regard du père, qui ne dit pas un mot, et qui ne s'est toujours pas excusé, en tout cas, pour avoir dévasté cette famille. Voilà, et c'est donc cette histoire que les jurés vont devoir trancher demain. Parole contre parole. Effectivement, parole contre parole. On va revenir sur ce point s'il nous reste le temps, mais je voudrais qu'on aille plus loin. Dans ce témoignage, le fils qui accuse son père donne donc des détails sur l'endroit où le corps aurait été enterré en Italie. Et du coup, la justice italienne a ouvert une enquête préliminaire. J'ai une question très simple, maître. Est-ce que cette enquête préliminaire peut être un sujet pour casser le jugement de demain, quel qu'il soit? Cassé par la Cour de cassation, j'en sais rien. Par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est probable, parce que tout de même un problème. Pendant 37 ans, on a cherché où pouvait être le cadavre de cette malheureuse femme. Maintenant que quelqu'un prétend dire qu'il est à un endroit, il est tout de même extraordinaire. Et puis c'est pas dans la forêt vierge, c'est dans un pays de l'Europe occidentale où on ne fait pas disparaître une très grosse automobile et le corps de quelqu'un comme ça. Donc le fait qu'il y ait une ouverture d'enquête devrait poser un problème. Il y a, si vous me permettez, un deuxième sujet d'étonnement de ma part. C'est que là, j'ai vraiment vécu comme témoin pendant 2 mois. J'ai assisté, j'ai assuré 2 procès et j'ai donc vu vivre Guillaume, qui est un garçon pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Oui. Et ça a été de manière permanente un défenseur
absolue de son père et de l'innocence de son père. Quand il y avait le matin dans le journal un article sceptique sur l'innocence de son père, il menaçait d'aller voir le journaliste, d'aller le prendre à partie. Quand il y avait un témoin qui était contre son père, il se levait, il sortait de la salle. Donc, il peut y avoir des ressorts psychologiques, effectivement, qu'on oui, mais dans un sens comme dans l'autre. On ne comprend pas forcément dans un sens comme dans l'autre. Le problème, c'est que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et on ne sait donc toujours pas où est la vérité ce soir par rapport à ce témoignage, c'est clair. Mais là, le point qui nous intéresse, c'est ce que vous venez de dire. Jean-Michel, ça veut dire qu'il pourra y avoir un quatrième procès à cette affaire, sûrement potentiellement. Ben oui, c'est possible. S'il est condamné. C'est possible parce que la justice a été piégée dans cette affaire. Elle a donné beaucoup d'importance à ce témoignage et elle aurait dû aller jusqu'au bout. Le avocat de Maurice Annolé a demandé l'ajournement du procès en attendant le résultat de cette enquête en Italie. Et on comprend mal pourquoi la justice, la Cour de Rennes n'a pas suspendu en attendant les résultats. Imaginez, elle a pris le risque de juger de quelqu'un alors qu'il y a une enquête encore en cours. C'est effectivement un motif de cassation ou en tout cas un motif pour la Cour européenne pour condamner l'État français. Pourquoi cette décision de poursuivre le procès de la Cour d'assises de Rennes? Mais parce que un acquittement en cour d'assises, la formule n'est pas de moi, c'est un de mes confrères, c'est un accident du travail judiciaire. C'est pas acceptable. Vous voulez dire que l'institution judiciaire ne peut se déjuger? Mais non, c'est pas qu'elle ne peut pas se déjuger. C'est que quand on renvoie quelqu'un devant une cour d'assises, on renvoie un coupable, on ne renvoie pas un innocent. C'est quelqu'un contre lequel il y a eu des juges d'instruction, il y a eu des policiers, des heures d'enquête, des années d'enquête. Donc un arrêt d'accusation qui le renvoie. Donc quelqu'un qui est forcément coupable, et la cour d'assises est là pour prononcer la peine. Mais l'acquittement, c'est insupportable. Il y a peut-être une autre raison, c'est que la semaine dernière, il y a eu l'ajournement du procès Holm, qui a été quand même une espèce de fiasco judiciaire. Et là, ajourner un nouveau procès qui dure depuis 37 ans, dont l'affaire dure depuis 37 ans, ça aurait peut-être fait tâche. Donc, je pense que la Cour d'appel a préféré prendre le risque de juger un homme alors qu'il y avait encore une enquête en cours. De fait, ça fera tâche s'il devait y avoir condamnation demain et éventuellement quatrième procès. Et j'ai bien compris que vous espérez qu'il soit acquitté, mais ces affaires, 37 ans plus tard, un procès, 2 procès, 3 procès, peut-être 4 demain, ça discrédite la justice. C'est pas la première fois que ça arrive. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution? À mon avis, non. Je pense que notre système judiciaire tel qu'il est probablement un des plus fiables du monde. C'est en France qu'il y a sans doute le moins d'accidents judiciaires, c'est-à-dire d'erreurs judiciaires, c'est-à-dire d'innocents condamnés. Mais il se trouve que nous sommes, de mon point de vue, une fois dans ce cas. On ne va pas refaire la loi pour un cas. On est dans ce cas, de mon point de vue. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Jean-Michel, pour conclure. Là, en l'occurrence, on voit que comme au départ, l'enquête a été peu bâclée et que souvent, quand des procès on met autant de temps et on a autant de mal à étayer une accusation, c'est que l'enquête policière ou de gendarme a été mal faite au début et c'est un peu le cas. Et en général, quand on n'a pas les éléments matériels au début, on les récupère rarement des années après. Donc là, je pense qu'il faut faire des efforts sur les enquêtes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce procès. Les jurés devront donc se prononcer demain. Vous l'avez compris, ce sera l'événement judiciaire de ce vendredi. Voilà pourquoi nous souhaitions revenir dessus ce soir avec ce décryptage. Merci messieurs. Vous restez avec nous en deuxième partie. On va parler de politique et de crise de parti. Au PS comme à l'UMP, mais pas pour les mêmes raisons. À tout de suite.